Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des professionnels engagés qui racontent leur parcours, partagent leurs connaissances et expliquent les enjeux de l'urgence sociale et écologique que nous vivons. Ils nous donnent des pistes pour nous engager à notre tour, enfermer notre déni au placard et faire notre part dans la construction d'un monde durable. À travers ce podcast, mon ambition est de sensibiliser les citoyens à l'urgence d'agir, dès maintenant, pour changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, en interrogeant l'univers des possibles, et notamment la racine des normes que l'on considère aller de soi. Je veux questionner les valeurs de notre société et en proposer de nouvelles, qui soient respectueuses de l'humain et du vivant de manière générale. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, sur les réseaux sociaux et en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, bonne écoute. Bonjour Simon Chazelle. Bonjour Jean-Philippe. Et bienvenue sur Oser. Merci. Simon, aujourd'hui, je te reçois pour un troisième entretien autour de la thématique énergie, ressources, PIB. Après ceux que j'ai fait avec tes confrères Baptiste Andrieux et Louis Delannoy dans les semaines passées. Aujourd'hui, je pense qu'on va pas mal se concentrer sur la question économique qui t'anime dans tes travaux de recherche, autour de la question un peu repenser les activités productives de notre société sur la base des limites planétaires. Mais je vais te laisser en parler et d'abord peut-être te présenter, nous parler de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui au sein de l'initiative Iris. Oui. Déjà, merci de cette invitation. Je suis super content de pouvoir discuter de tout ça avec toi. Et je salue Baptiste et Louis, que je connais par ailleurs. Moi, j'ai un parcours d'ingénieur, une formation d'ingénieur. Je suis passé par une classe prépa, une école d'ingénieur du côté de Paris, donc l'école polytechnique, et une école à Montréal, l'école polytechnique Montréal cette fois. Je dirais qu'au cours de ma formation, alors même si ma prépa c'était une dominante maths, j'ai toujours été plus intéressé par la physique et l'approche physique des choses, la modélisation, le fait de sentir les ordres de grandeur, les mécanismes qui guident la dynamique des différents systèmes, etc. C'est toujours une manière de réfléchir qui m'a beaucoup parlé. Et j'ai choisi d'appliquer dans mon parcours sur un peu un peu une constante sur l'objet que j'ai choisi d'étudier pendant ce parcours, cette formation-là, et puis après dans le travail que je fais depuis un an, donc l'initiative Iris. Je dirais que l'objet commun, c'est l'objet de l'énergie, de la transition énergétique. Parce que c'est une notion qui est à la fois une notion qui appartient au monde des sciences physiques. Donc c'est de là que je venais. Et c'est aussi une notion qui est très intéressante pour basculer, je dirais, dans le monde des sciences sociales, avec les questions de la transition énergétique, qui n'est très très loin d'être juste une question de sciences physiques, une question de performance des technologies, etc., et qui s'incarne aussi beaucoup dans les questions d'organisation de la société, des questions de politique finalement. Et donc c'est pour ça que ça m'a intéressé. Je pense que cette interdisciplinarité m'a beaucoup attiré. Et alors concrètement, au cours de mon parcours, ma formation, j'ai eu deux expériences marquantes et qui sont un peu les prémices de ce que je fais aujourd'hui au sein de l'initiative Iris. La première, c'est un stage dans un laboratoire de recherche de l'université Paris 7, au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, qui a un très joli nom. Et donc on voit déjà, je pense, le lien avec ce que j'expliquais avant comme intérêt. Et il s'agissait d'un stage avec, en fait, dans une équipe de physiciens, et plus précisément de thermodynamiciens, qui s'intéressaient à l'économie. Et donc, comme vous pouvez imaginer, avec des thermodynamiciens qui s'intéressent à l'économie, la question des limites physiques, ou du respect des lois de la thermodynamique était importante. Et donc, comme vous pouvez aussi peut-être le deviner, il y avait, je dirais, une critique
des théories économiques dominantes, ou qu'on peut aussi appeler orthodoxes, qui ne respectent pas ces lois de la thermodynamique, et donc une tentative de repartir d'un peu plus loin et de reconsidérer les choses avec d'autres types de modélisation de l'activité économique qui intègrent davantage ou un petit peu mieux ces limites thermodynamiques. Donc ça faisait partie d'une communauté de recherche qui s'appelle l'écologie économique. Alors, je t'interromps juste une seconde ici. Pour les incultes que nous sommes et qui t'écoutons, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que les lois de la thermodynamique, peut-être en quelques mots, hein, voilà, pas Ouais, un cours, mais juste histoire qu'on situe un peu. ouais, ouais. Euh, Après, bon, il y a, enfin, disons, les deux principales choses, enfin, disons, les deux principaux critères qui sont importants là dans notre cas précis, c'est la question de la conservation la question de la conservation de l'énergie, d'une part, et ce qu'on pourrait étendre, même si c'est pas une loi de la thermodynamique, mais à la question de la conservation de la matière aussi. Euh, et la deuxième chose, c'est le fait que l'énergie se dégrade au cours de son utilisation, je dirais, et donc que, en gros, on peut l'utiliser une fois, mais pas deux. Enfin, au début, elle est de bonne qualité, donc on peut en tirer beaucoup de travail, on peut faire beaucoup de choses utiles avec. Et après, c'est de l'énergie qui est toujours présente parce qu'elle se conserve, mais elle est de moins bonne qualité. Elle est dissipée. Et du coup, là, on peut en tirer moins de travail. C'est pareil, une autre D'accord. notion de physique. Ok, super, merci. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur ce terme thermodynamique. Quelque part, il y a un petit peu un argument d'autorité qui se cache derrière et qu'il faut peut-être un petit peu dépasser. Je pense que plus que ces lois de la thermodynamique là, ce que soulignent c'est les gens de cette communauté de recherche, et donc notamment mon directeur de recherche de l'époque, Christophe Goupil, c'est l'importance de respecter, je dirais, quelques lois physiques élémentaires que tout le monde comprend bien, au-delà du mot thermodynamique. Enfin, la conservation de Hmm. l'énergie, la conservation de la matière, le fait que une tonne de cuivre, ça n'apparaît pas comme ça, qu'il faut l'extraire, que pour l'extraire, il faut de l'énergie. C'est de ça dont on veut parler. D'accord, Voilà, ok. Bah, c'est effectivement, peut-être plus clair. c'est hyper clair. Et c'est quelque chose qui n'est pas très apparent tous les jours, étant donné que cette extraction n'a pas trop lieu, en tout cas dans notre pays. Oui, effectivement, oui. On a tendance à exporter ces impacts, je dirais. Ouais. Bah, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus, du coup, alors bah, sur ta deuxième expérience qui t'a aussi marqué, et ce qui t'a amené aujourd'hui à travailler à l'Initiative Iris, et puis nous dire un peu ce que c'est que l'Initiative Iris et ce que tu y fais? Ouais. Cette deuxième expérience, donc c'était du côté de Montréal, où j'ai fait ce qu'on appelle un parcours qui s'appelle une maîtrise recherche. Bon, ça n'a pas forcément d'équivalent dans le système français, mais c'est un peu comme un master, disons. Où c'est l'équivalent d'une demi-thèse, on pourrait dire, donc un projet de recherche sur 1 an et demi, 2 ans, euh, où l'objet d'étude, je dirais, était un peu le même que celui d'avant. Peut-être pour être un tout petit peu plus précis, euh, non, avant de rentrer dans le détail du sujet, peut-être parler de la communauté de recherche qui n'était pas tout à fait la même que celle d'avant. C'était toujours des questions de transition énergétique, toujours des questions, je dirais, de ressources pour la transition énergétique, mais c'était pas la même théorie économique qui était derrière. Cette fois, c'était du côté de la théorie économique dominante, orthodoxe, donc avec des modèles qu'on appelle des modèles d'équilibre généraux, euh, et qui sont enfin, basés sur des hypothèses économiques de la théorie néoclassique. Euh, et donc, l'objet d'étude est le même qu'avant, mais l'approche est très différente. Mhm. Euh, Ça m'intéressait aussi de savoir, de connaître ça, en fait, parce que finalement, j'avais commencé par travailler avec des gens qui peut-être critiquaient un petit peu cette approche, ou en pointaient les limites, au moins. Mais finalement, c'était intéressant aussi de savoir quelle était cette approche. Euh, et parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Enfin, c'est une construction intellectuelle très brillante, même si la critique qu'en faisaient les premières personnes avec qui j'ai pu travailler est assez fondamentale et je pense très pertinente. Du coup, si je résume un peu, peut-être et dis-moi si je me trompe, c'est en gros, dans tes deux expériences, tu as une expérience où en gros
tu crées des modèles aussi, mais plus ou moins mais en essayant de faire fonctionner un cadre économique sur une base de lois plus ou moins physiques, et l'autre, tu fais fonctionner un modèle économique, mais sans prendre en compte directement en fait ces lois physiques, mais en te basant sur des hypothèses qui sont des hypothèses définies par ces lois économiques elles-mêmes. Ouais. Ça, je pense que c'est un très bon résumé de ces deux communautés de recherche. Après, en fait, c'est un tout petit peu particulier parce que ce que j'ai amené dans ce projet de recherche que j'ai fait à Polytechnique Montréal, c'était justement d'amener un peu de physique dans ces modèles macroéconomiques, dans un modèle d'équilibre général. En Ok. fait, c'est un modèle qui calcule en fait les trajectoires optimales de transition énergétique, donc le- le- l'évolution optimale du mix énergétique en fait. Mhm. Euh, avec plein d'hypothèses, hein, le mot optimal cache plein de choses, avec une taxe carbone. Mhm. Et en fait, on a pris un modèle, donc voilà, ce modèle-là dont je parle, qui est assez connu, qui fait beaucoup référence. Et peut-être s'il y a des gens qui connaissent, je dirais que c'est un modèle dans la suite un des petits-enfants, disons, du modèle DICE de Nordhaus, euh, Hmm. beaucoup plus récent. Et, et en fait, J'en on y a... profite, Ouais. j'en profite juste pour t'interrompre, pour comprendre mieux ce modèle qu'on n'abordera pas dans le détail. Il y a un excellent épisode vidéo en ligne sur la chaîne du vulgarisateur Eureka sur justement ce modèle. Voilà, donc je recommande à tout le monde d'aller le voir. Ouais, je partage la recommandation, il est très bien fait. Pardon, je te Non, laisse non. reprendre. Ouais, et donc on a pris ce modèle-là qui fait qui est un peu une référence, une des références dans cette communauté de recherche. Et en fait, donc pour faire des énergies bas carbone dans ce modèle-là, on s'appuie sur du capital. Et ce capital dans ce modèle-là n'a pas d'incarnation physique. C'est juste une accumulation d'investissements monétaires, mais on ne s'intéresse pas à comment est-ce que ça s'incarne en termes matériels. Mhm. Et pourtant, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la production d'énergie bas carbone, elle est beaucoup plus intensive en ressources minérales que la production d'énergie fossile. Il faut typiquement, en termes d'ordre de grandeur, un ou deux ordres de grandeur supplémentaires de cuivre, d'acier, d'aluminium, de béton pour produire, pour produire 1 joule d'énergie bas carbone que pour produire 1 joule avec la filière fossile. Donc la question donc l'impact associé à la transition énergétique, l'impact en termes de ressources minérales et en termes je dirais, tous les impacts de l'industrie minière qui sont associés, c'est un des sujets associés à la transition énergétique, parmi d'autres, une des difficultés, je dirais, et c'est ignoré de ces modèles-là. Et donc nous, ce Mhm. qu'on a voulu étudier, en fait, c'est déjà, on a voulu remettre dans le modèle le fait que pour produire de l'énergie bas carbone, il fallait effectivement du capital, mais qui était construit sur la base de flux de ressources minérales. Et on a voulu faire une hypothèse qui est, et qu'est-ce qui se passe si on choisit de limiter la quantité de ressources minérales qu'on met à disposition de la transition énergétique? Il y a plein de raisons pour lesquelles on voudrait le limiter. Il pourrait y avoir des raisons géopolitiques qui feraient que certaines régions qui extraient ces minerais-là choisiraient de ne plus les extraire, et Mhm. notamment liées à des questions d'acceptabilité sociale. Mhm. Parce que l'impact de cette industrie, qui a tendance à exploser, qui augmente de jour en jour, pourrait faire en sorte qu'on ne veuille plus extraire ces minerais, même s'ils sont toujours présents. Mhm. Euh, donc on a voulu considérer l'hypothèse d'une contrainte là-dessus. Après, on a fait plusieurs scénarios, plusieurs hypothèses de contraintes. Parfois, dans certains cas, on a fait des tests avec des contraintes qui étaient assez tendues, quoi. Et d'autres, on a été plus optimistes, plus lâches. Et le but, c'était de voir à quel point est-ce que, du coup, dans ce modèle légèrement modifié, les trajectoires de transition énergétique qu'on calculait avec ce modèle modifié s'éloignaient ou ne s'éloignaient pas du modèle initial, des trajectoires initiales. D'accord. Donc en gros, quelle était l'erreur dans le modèle initial due au fait de ne pas considérer cette Cette consommation de ressources contrainte. minérales. Hmm. Ok. Bon, je me suis un petit peu étendu sur Ah bah ces non, 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 mais travaux. c'est hyper intéressant, puisque du coup, on comprend un peu ton cheminement et on en arrive, j'imagine, à ce que tu fais aujourd'hui. Alors, en quoi ça s'inscrit un peu dans la continuité de ces différents travaux de recherche? Et puis, concrètement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, en fait? Ouais. Euh,
Je pense que c'est plus dans la continuité du premier des deux travaux que du second, mais un peu des deux quand même, hein. Ce que je fais aujourd'hui, moi j'aimerais bien, peut-être pour expliquer, repartir voilà, replacer dans un contexte pour expliquer d'où, enfin le pourquoi de ce que je fais aujourd'hui. Donc je vais Vas-y, commencer par le vas-y, bien contexte sûr. pour en arriver à ce que je fais aujourd'hui. Le contexte général, bon là je vais rien vous apprendre, mais peut-être pour, enfin, voilà. Euh, il y a 50, il y a quoi, on est en 2022, il y a 70 ans, il y avait un économiste, je ne sais pas s'il était que économiste d'ailleurs, qui s'appelait Kenneth Boulding, qui a théorisé, enfin donné quelques petites notions qui étaient assez intéressantes et assez parlantes, assez imagées, et qui dit bon bah on a en gros deux types d'économies. Soit on a une économie de type cow-boy économie, donc en faisant référence aux grandes plaines de l'Ouest, etc., où en fait, quand on n'avait plus assez de terre ou quand on avait trop sali ou produit trop de déchets à un endroit, bah, il suffisait d'aller 3 km plus loin, puis 3 km plus loin, etc. Donc on n'était jamais contraint par son environnement, et donc la question des ressources et la question de ce qu'on relâchait dans son environnement n'était pas un problème, parce qu'il suffisait d'aller plus loin. Donc ça, c'est le premier type d'économie, cow-boy économie. Et le deuxième type, c'est, il dit à l'inverse, on peut considérer une spaceship économie. Donc là, il décrit en fait tout un écosystème, enfin un monde qui est dans un vaisseau spatial. Je sais pas, après on peut raconter une histoire, hein, en route vers Pluton, disons. Et du coup, dans ce monde-là, si vous voulez, il y a un certain nombre de personnes, puis il y a un petit écosystème intégré dans le vaisseau spatial. Et vous imaginez bien que voilà, en fait, l'impact, enfin la taille de l'environnement par rapport à la taille des gens qui sont à l'intérieur, c'est du même ordre. Et du coup, la question de qu'est-ce qu'on prélève dans cet environnement, qu'est-ce qu'on rejette dedans, en gros, comment est-ce qu'on modifie l'équilibre de cet environnement, elle va être cruciale. Parce que les gens qui sont à l'intérieur, ils dépendent très très fort de la stabilité de cet écosystème. Et donc c'est très différent, Cowboy Economy, Space Economy. Et donc l'idée, c'est que bon, je ne vais pas dire jusque récemment, parce qu'en fait, ça fait quelques temps qu'on commencé à atteindre et dépasser les limites planétaires, hein, mais pendant longtemps, on a vécu dans l'illusion enfin, on était dans une cow-boy économie. C'est-à-dire globalement, on pouvait à peu près en avoir pas grand-chose à faire de ce qu'on prélevait dans l'environnement et de ce qu'on relâchait, parce qu'on était petit par rapport à ce système-là, et donc on le modifiait finalement assez peu. Une petite fourmi face à un gros rocher. Et maintenant, c'est clairement plus le cas, et je dirais que ça date pas d'hier, hein, malheureusement. Maintenant, la taille de notre économie est telle qu'on modifie très très fortement les équilibres planétaires, le climat, la biodiversité, le cycle chimique, etc. Et donc, en fait, on ne peut plus ignorer ces limites-là. Et ça, c'est quelque chose qui est encore assez peu intégré par un certain nombre d'acteurs. Enfin, je dirais plutôt, ça, c'est quelque chose enfin, ça, c'est une modification qui est assez profonde et qui va pousser à des réorganisations, enfin, qui fait que maintenant, désormais, la question des limites planétaires est un déterminant de premier ordre de comment est-ce que s'organise la société. C'est-à-dire que maintenant, on, on- on ne peut plus ignorer cette question-là, et disons, si on l'ignore, ça va provoquer un certain nombre de transformations à l'intérieur de la société. Enfin, cette question des limites du terrain de jeu devient absolument prégnante. Et donc l'idée, c'est que il y a enfin, le problème, je dirais, c'est que ces réorganisations-là, face à ce nouveau fonctionnement de l'économie, face à ces nouvelles limites, c'est des réorganisations qui, même si elles sont absolument structurelles, fondamentales, je dirais même non linéaires, euh, bah, elles se font pas en un temps court. C'est des choses qui se font pas, ça se va pas se faire entre 2022 et 2023, et voilà, ça met du temps à se faire. Et donc, quand on se projette à 5 ans, finalement, on ne perçoit pas ces transformations-là. Et quand on fait je sais pas, quand on imagine le monde dans 5 ans et qu'on prolonge les tendances actuelles, on n'est pas trop loin de la réalité. Par contre, à 30 ans ou à 40 ans, euh, là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. On ne peut pas. Enfin, il est certain qu'il y aurait eu des transformations structurelles de l'organisation de l'économie face à l'atteinte de ces limites planétaires. Et qu'on ne peut pas prédire. Et ça, c'est important. Et du coup, mais pourtant, il y a besoin de les anticiper. Il y a besoin
même si on ne peut pas prédire, c'est intéressant d'essayer d'anticiper plusieurs possibilités, plusieurs futurs possibles, parce que ça peut aider à se préparer à plusieurs éventualités. Donc là, ce que je décris, en fait, c'est le besoin d'avoir des scénarios, des visions du futur qui soient très contrastées pour envisager, je dirais, pour créer une enveloppe des possibles, et afin de permettre à un certain nombre d'acteurs de se préparer à ces différents futurs possibles. Alors l'initiative IRIS, donc, pour laquelle je travaille, donc, qui est une initiative lancée par Carbone 4, cabinet de conseil en stratégie bas carbone, bilan carbone, etc., de Alain Grandjean, Jean-Marc Jancovici, Laurent Morel, qui sont les associés du cabinet de conseil, a lancé cette initiative pour... en fait, le but, c'est celui que je vous ai décrit là. Le besoin, c'est celui que j'ai décrit là, c'est-à-dire le besoin de créer des scénarios, de dessiner une enveloppe de futurs possibles pour aider les entreprises à se confronter à ces différents futurs possibles, et donc à fournir un outil nécessaire pour établir des stratégies de long terme qui soient pertinentes vis-à-vis de cette ligne planétaire. Alors, Simon, je vais te poser une question un petit peu naïve, mais en fait, quand tu me dis ça, moi je me dis, mais attends, je comprends pas, il y a le GIEC, il fait déjà des scénarios qu'il publie à chaque fois dans ses rapports. Pourquoi est-ce que, il y a besoin de faire d'autres scénarios? En quoi vos scénarios diffèrent? Enfin, je veux dire, déjà, ils sont à quelle échéance? Ça prend quoi en compte? Et pourquoi juste pas se baser en fait sur les travaux déjà du consensus scientifique? Mm. Juste avant, je voulais juste rajouter que ce qui est produit dans le cadre de cette initiative, tout est public. D'accord. Là, tel que je l'ai décrit, le but, c'est de permettre à des entreprises de s'en saisir, mais tout est public et transparent, et en fait, n'importe quel acteur est invité à s'en saisir. Oui, c'est mis sur la table pour justement que ce soit d'utilité publique. Ok, ouais. En tant que bien commun, en fait. Ouais, voilà. Euh, en fait, la plupart du temps, dans ces modèles d'évaluation intégrée, on a en fait un modèle macroéconomique, donc qui calcule des trajectoires économiques qui représentent un certain nombre d'agents qui ont des liens entre eux. Chacun optimise son profit, son utilité, etc. Et ça donne une trajectoire économique. Puis après, on branche ça sur un module énergétique, par exemple, ou des choses comme ça, qui viennent calculer les impacts associés à cette trajectoire économique. Alors, il y a parfois des rétroactions de ces impacts, qui viennent rétroagir sur les trajectoires économiques, mais ces rétroactions sont mises d'une telle manière qu'elles sont assez minimes en fait dans les trajectoires. Je vais peut-être prendre un exemple. Ouais, vas-y, ouais. Bon, je pensais pas m'attarder là-dessus au début, mais c'est intéressant quand même. Donc je pense à un modèle qui s'appelle. Bon, c'est peut-être trop précis là. Non, vas-y, non, n'hésite pas. Ok. Hein. Ok. Je pense à un IAM qui s'appelle Message Macro Globium. Donc un de ces modèles-là qui est en gros le rassemblement de trois sous-modèles, disons, qui s'appellent un message, l'autre macro et l'autre globium. Message étant un modèle du système énergétique, globium, question d'usage des sols, et macro, un modèle macroéconomique. Donc là, on s'intéresse surtout au couplage entre macro et message. En fait, le PIB calculé par macro, par le modèle macro, prend en compte la quantité est construit sur ce qu'on appelle une fonction de production. Donc il dit, en gros, si on a tant de capital, tant d'énergie, tant de travail, alors on a un PIB de temps. Ça, c'est la fonction de production. Et ensuite, de cette fonction de production, de ce PIB, pardon, on en déduit une consommation énergétique, une demande énergétique qu'on donne en entrée au module à message. Message, donc, en fait, représente le système énergétique, donc avec un certain nombre de contraintes à l'intérieur, et dit, en fait, ce que je peux te fournir, c'est tant d'énergie et à tel prix. Et on remet ça en entrée de macro, qui dit, OK, en fait, j'avais tant de capital, tant de travail, mais j'ai pas tant d'énergie, j'en ai en fait un petit peu moins parce qu'il y a des contraintes, etc. Ouais. Et donc, on a des itérations comme ça jusqu'à ce que le tout converge, se stabilise, disons. Ok. Et
Le problème là-dedans, c'est que la fonction de production, elle représente très mal le rôle, enfin, ou même le rôle crucial de l'énergie. De la manière dont c'est représenté, en fait, si on divise par 10 la quantité d'énergie, le PIB à la fin, enfin, pour la même quantité de capital et de travail, hein, le PIB à la fin, il n'est pas du tout divisé par 10, il est divisé enfin, il est réduit de 10%, ou un truc comme ça. Enfin, il faudrait que je regarde, je D'accord, refaire le ouais. Bah, calcul c'est un très ordre de précisément grandeur, en quoi. regardant le paramètre. Mais c'est ridicule. Enfin, si on divise la quantité d'énergie par 1000, le Mhm. PIB, on a quand même du PIB, alors enfin, on a quand même une production à la fin, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas d'activité économique sans énergie. Et donc ça vient d'une erreur, moi j'invente rien, hein, assez souvent pointée du doigt, de ces modèles macroéconomiques-là qui sont en fait construits, enfin, où le paramétrage de l'importance de l'énergie en fait, dépend du prix de l'énergie, Mhm. le prix relatif de l'énergie par rapport au capital et au travail. Et en fait, l'énergie, ça coûte rien, donc on dit, vu que ça coûte rien, c'est que c'est pas important, Mhm. et ce qui est absolument faux. Enfin, euh, donc le modèle ne reflète pas l'importance de l'énergie, etc. Et ces rétroactions-là sont très mal représentées. Ok. Euh, de manière générale, ces IAM, il y a quand même enfin, c'est d'abord des modèles économiques, et ensuite on calcule les impacts physiques, Mhm. mais avec assez peu de rétroaction. Nous, ce qu'on veut faire, je dirais que c'est quand même plutôt l'inverse. On veut d'abord faire enfin, le modèle dans ce qu'on fait, dans le jeu de scénario qu'on fait, il a une seule fonction, enfin, il a non, une fonction principale, je dirais, c'est pas la seule, qui est de garantir la cohérence physique des scénarios qui sont proposés. Mhm. Donc le but du modèle, c'est de représenter les flux d'énergie, les flux de ressources extraits de l'environnement, les flux de produits raffinés et les flux de produits finis, Ok. et les flux de recyclage, et de s'assurer que tout ça soit cohérent entre eux. C'est-à-dire que la quantité d'énergie produite par le secteur de l'énergie soit cohérente de la quantité d'énergie consommée par tous les autres secteurs, la quantité d'infrastructures produites par les secteurs qui produisent des infrastructures soit cohérente du niveau d'activité de l'ensemble des autres secteurs qui utilisent des infrastructures, etc. Ok. Et donc, on s'attache vraiment à représenter la cohérence, enfin, à représenter l'ensemble des secteurs d'activité et les liens en termes d'énergie et de matière entre ces secteurs d'activité. Et ça, c'est ça qui est assez original. Ça, c'est différent. C'est des choses que Mhm. ne font pas ces modèles-là. Après, en termes de niveau de granularité, on ne va pas pouvoir aller non plus à un niveau de détail extrême, parce D'accord. qu'il y a une question d'accès aux données qui se pose. Mais avec les données dont on dispose déjà, euh, via des laboratoires de recherche qui travaillent déjà sur ces sujets-là, euh, on pense qu'on est capable déjà de faire des choses intéressantes. Et du coup, alors, sans parler du niveau de granularité, mais plutôt de quelles sont les ressources physiques ou les flux physiques en fait que vous intégrez, qui sont un peu la base de ce modèle. Tu en as parlé de quelques-unes, mais c'est quoi que vous prenez pour hypothèse en fait? Les hypothèses d'entrée. Ouais. Ok. Donc là, ce que j'ai décrit, c'est donc enfin, c'est un modèle donc, qui représente plein de secteurs d'activité, les liens entre ces différents secteurs d'activité, qui permettent de calculer du coup les impacts, enfin, ce qu'on rejette dans l'environnement et ce qu'on extrait de l'environnement, et puis derrière quelques boucles de rétroaction Ouais. entre ce système socio-économique et son environnement. Mhm. Euh, Comment on rentre dans tout ça? La première entrée, c'est la demande finale. C'est un modèle qui est drivé, qui est conduit par la demande. Donc ça permet de faire des scénarios justement sur l'évolution de cette demande finale, sur l'évolution des modes de vie, des modes de consommation, des modes de mobilité, d'habitation, de faire des hypothèses sur, bon bah, aujourd'hui on consomme tant de choses, et ces choses-là en particulier. Mhm. Donc, demain, peut-être qu'on se déplacera moins ou plus, mais en utilisant des voitures électriques, ou au contraire 2 fois plus et qu'avec des voitures thermiques. Enfin, donc le but, enfin, la principale entrée dans ces scénarios, je dirais, c'est l'évolution des modes de vie. D'accord. Ça aussi, c'est assez différent de l'utilisation des modèles dont on parlait avant, Mhm. qui sont souvent des modèles drivés par l'offre, en fait. D'accord. C'est-à-dire que le système productif produit, puis on suppose que la demande suit l'offre, Ok. ce qui n'est pas forcément évident. D'accord.
Et plus au-delà de ces hypothèses de base, donc basées sur la demande, est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu des différents scénarios que vous construisez en fait? Comment est-ce que tu Ouais. construis ces scénarios? Pourquoi faire ces différents choix? Et je crois qu'on n'a pas parlé de l'horizon en fait. Quelle est la date de projection en fait de ces Mm. différents scénarios? On s'est placé à 2060, D'accord. avec l'idée que je disais tout à l'heure que les choses qu'on étudie sont enfin, le temps caractéristique des phénomènes modélisés, il est assez grand. Ouais. C'est pas de l'ordre de 1 an, c'est de l'ordre de 10 ans. Et donc, si on veut, enfin, donc c'est pour ça qu'on se place à cet horizon temporel-là. Ok. Après, pourquoi 2060 plutôt que 2050? Bon, il n'y a pas vraiment de raison particulière. Ok. Euh, Ensuite, qu'est-ce qui différencie les Non, scénarios? non, quels sont les scénarios en fait que vous posez et quels sont un peu pourquoi ces choix-là? Comment est-ce que ça se construit en fait ce type de Ouais, scénario? ouais. Euh, Quels sont les scénarios? C'est pas mal en lien avec la question que tu posais avant de quelles sont les entrées dans le modèle. D'accord. Donc j'en ai cité une, c'était les modes de vie, la demande des utilisateurs finaux. Parce que du coup, on va faire des hypothèses différentes sur l'évolution de ces modes de vie. D'accord. Alors, il y en a d'autres quand même enfin, ça permet déjà de différencier, de faire plusieurs scénarios, hein, justement. Hmm. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres entrées, du coup, qui vont différencier les scénarios. Bah, il y a certains paramètres, enfin, je dirais, il y a l'évolution des processus de production. C'est-à-dire, en gros, derrière ça, il y a l'évolution de la technologie. D'accord. Comment est-ce que les possibilités technologiques évoluent? Alors, c'est quelque chose sur lequel il y a évidemment beaucoup d'incertitudes, sur lequel il y a des limites aussi aux possibilités d'évolution technologique. Mhm. Donc, on parle là de performance, enfin de comment vont évoluer des intensités matière, énergétique, carbone de certains processus. Euh, et on parle aussi de possibilités de substitution. Donc, on va faire des hypothèses sur l'évolution de la technologie, en gros. Mhm. Parfois, dans certains scénarios, on pourrait être optimiste, dans d'autres scénarios, on pourrait être pessimiste. Mhm. Pareil, le but étant d'avoir une enveloppe de possibilités. Euh, il y a d'autres choses sur lesquelles il y a des incertitudes et qui sont assez importantes. Une autre chose, c'est la distribution des ressources qu'on extrait de la croûte terrestre. D'accord. Euh, Enfin, il n'y a pas vraiment de consensus scientifique. Enfin, c'est je pense par exemple, enfin, aux ressources minérales, du cuivre, du fer, de l'aluminium, etc. Il y en a plein, plein, plein dans la croûte terrestre, mais les gisements sont de qualité très inégale, que ce soit en termes de profondeur ou de concentration. Et donc, la question, c'est quelle est la quantité de ressources de telle qualité, Mhm. enfin, et donc la question de la distribution des ressources, elle est assez importante parce qu'elle va poser la limite elle va poser une limite quelque part. Et donc ça, comme il n'y a pas de consensus scientifique dessus, bah, nous on va Ouais. pas inventer un chiffre. L'approche retenue, l'idée, c'est comme il y a de l'incertitude, c'est on fait pareil plusieurs scénarios par rapport à ça. Ensuite, donc voilà, ça définit. Bon là, j'ai pris trois grands champs sur lesquels on va faire des hypothèses, qui vont différencier les scénarios. Ouais. Il y en a quelques autres encore. Ensuite, pour faire un scénario, en fait, on va sélectionner des tendances, parmi ces trois champs sur lesquels on fait des hypothèses, on va faire sélectionner des tendances qui soient cohérentes entre elles. C'est-à-dire, on va faire un scénario qui sera, je sais pas, sobriété avec peu de ressources, et derrière, on va faire un récit de pourquoi est-ce qu'on choisit ces hypothèses-là, on va pas étudier, quelque part, là, si je dis qu'il y a quatre tendances possibles sur chacun de ces champs, puis en plus j'ai ignoré d'autres champs, ça ferait beaucoup de possibilités et c'est imbuvable à lire. Bien sûr. Le but d'un scénario, c'est de faire un récit qui soit cohérent, donc de sélectionner un ensemble de tendances cohérentes entre elles et de les étudier. Donc à la fin, c'est plus accessible pour tout le monde d'avoir 4 scénarios avec des récits qui soient bien cohérents entre eux et dont on comprenne bien la cohérence, plutôt que d'avoir une matrice d'avoir 266 possibilités. Oui, oui, c'est sûr. Ok. Et du coup, vous avez déjà arrêté un peu les choix de scénarios. Il y en a combien? Tu peux en parler juste très brièvement? On est parti sur le chiffre de 4 scénarios Quatre parce que scénarios, c'est ok. ce qui est lisible.
Un scénario, pour être peut-être un petit peu explicite, c'est pas juste c'est un récit et un jeu de données. Mais la dimension récit, elle est assez importante en fait. Je pense que le but étant de se projeter dans des futurs différents, de dresser, enfin de dessiner plusieurs tableaux de Mhm. futurs possibles. Euh, la question projection suppose de bien, enfin, la mise en récit, elle est importante. Et juste un jeu de données, ça ne dit pas grand-chose. Euh, c'est même restreint au champ enfin, des choses qu'on est capable de quantifier, mais derrière, enfin, le récit qui est derrière est aussi assez important. Donc nous, on est parti sur 4 récits. On se dit que 4 récits, c'est accessible. On peut les lire, on peut les comprendre, on peut se projeter dedans, on peut s'imaginer dedans et se dire, oulala, je souhaiterais plutôt aller là-dedans que là-dedans, par exemple. Ok. Et 4 récits qui soient cohérents physiquement. Ça, c'est important. Et du coup, tu peux parler de ces quatre récits, vous les avez déjà un peu choisis, il y a des thématiques que tu peux aborder ou... Parce que, alors c'est Ouais. vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les travaux sont en cours aujourd'hui, hein, c'est pas finalisé. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je dirais même ça commence, hein. Ça s'accélère assez fortement là, en ce moment. Là. Un peu plus de boulot un peu plus de boulot aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Euh, euh, comment dire En fait, donc là, j'ai expliqué tout à l'heure 3 champs sur lesquels on allait faire des hypothèses Ouais, et donc ce qui permet un peu de se figurer, je pense quand même pour quelqu'un qui nous écoute, les différents scénarios possibles. Après, la sélection du jeu de tendance cohérente, qui est la question que tu me poses là, non, c'est pas quelque chose qui est fait déjà. d'accord. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que créer un scénario, ça n'a pas trop d'intérêt si c'est moi qui le fais dans ma Hmm, chambre ou toi qui le fais chez toi. ok. C'est pas, c'est enfin, le scénario de Simon, tout le monde s'en fiche. La création de scénario, c'est un processus qui est intéressant quand il implique plein d'acteurs différents, Hmm, qui viennent confronter leurs idées, etc., qui ont des champs d'expertise qui sont complémentaires aussi. d'accord. Et donc, nous, enfin, voilà, on va animer un certain nombre d'ateliers qui vont rassembler des experts de divers horizons pour justement sélectionner, enfin pour discuter de ce jeu de tendance, sélectionner des choses euh, et créer ces scénarios in fine. Mais on va pas, Ok. c'est pas nos scénarios Non, c'est très à clair. nous. C'est très clair. Et alors, j'ai une autre question qui me vient euh, tout de suite, c'est, ok, donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre, peut-être 6 mois, un an, là encore, pour travailler sur ce modèle, ces différents scénarios, avoir déjà peut-être des premières, alors pas des prospectives, mais comme tu dis, des tendances de scénarios possibles. Ok, moi je suis une entreprise ou je suis une collectivité territoriale. J'en fais quoi, en fait, de ça? Ouais. Euh, Ça va prendre un peu plus que 6 mois, un an. Ok, d'accord. On vise juin 2023 pour la publication d'un premier jeu de scénario, tout ficelé, tout fini, tout D'accord. pédagogique, mis en forme avec des jeux de données, etc. Ok. Euh, Donc c'est une c'est- petite année et c'est demie, plutôt quoi. ça l'échéance. Ouais, voilà. Bah, après, nous, on a des jalons intermédiaires, mais pour la publication, voilà, il y a quand même un peu de travail en dessous et on veut se donner le temps de faire les choses bien quand même. D'accord, bah parfait. Euh, euh, et donc, oui, donc comment est-ce qu'on s'en sert? Mais c'est ça, Euh, en fait, c'est une fois que ces scénarios sont là, que vous avez travaillé sur le modèle, euh, ouais. les acteurs privés, publics, ils en font quoi, en fait? Moi, je suis entrepreneur, j'ai une boîte, euh, j'en fais quoi de ce travail? Comment est-ce que ça peut m'être utile? En quoi ça peut être un guide, ou pas d'ailleurs, en fait? Je pense que ça peut, bah, je pense que ça peut aider. Je pense qu'il y a un premier point, c'est que ça peut aider à prendre conscience qu'on n'est pas tout, enfin, du caractère systémique de ces problèmes-là, qu'on n'est pas tout seul. La filière de l'aviation, quand elle dit je vais compter sur, enfin, je fais une feuille de route pour expliquer comment est-ce que cette filière va se décarboner. Bon, bah, en fait, on va utiliser des biocarburants, ça va être super. Euh, c'est top.
Mais en fait, si derrière l'industrie chimique dit bah, moi aussi je vais utiliser des matériaux biosourcés, l'industrie de la construction pareil, que la stratégie nationale bas carbone en France dit on va faire des puits de carbone, enfin on va développer la surface forestière pour faire de la captation de CO2, euh, et que derrière, bah, en fait, derrière il reste plus assez de surface au sol pour nourrir des gens. Hmm. Donc l'hypothèse qu'a fait au début le secteur de l'aviation, qui fait sa petite feuille de route de décarbonation, elle doit être confrontée aux hypothèses faites par les autres acteurs. Mhm. Et je pense que ces scénarios-là, ils permettent enfin, ils replacent ces questions-là au niveau global, et donc ils permettent de bien prendre conscience de ce caractère systémique des choses. Et je pense qu'il y a ça c'est un des premiers messages que les C'est utilisateurs de scénarios pourront. c'est hyper intéressant ce que tu dis, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, et c'est vrai que c'est toute l'importance en fait de la coopération, j'allais dire, sur ces Mm. sujets-là, et le fait qu'en fait il n'y a pas une bonne solution à l'échelle d'un secteur, d'une entreprise. Typiquement, je pense à quelque chose qui m'avait frappé moi, il y a quelques années, c'était que je trouvais très très bien au début. On disait on va transformer les sacs plastiques en bioplastique ou en plastique dégradable fait à partir Mm. de maïs ou autre. Puis après, tu te rends compte que oui, mais si tu veux tout remplacer tous ces sacs plastiques qui existent aujourd'hui par ce type de matériaux-là, bah en fait, il n'y a plus de place pour bouffer ou faire autre chose. Ouais. Du coup, ça pose d'autres problématiques, dégradation Mm. des sols, les machins, etc. Donc ouais, c'est intéressant d'avoir en fait cette dimension parce que ça t'offre un peu un champ des possibles qui est quelque part restreint à partir du moment où en fait tu fais le choix ou non de faire coexister Mm. différentes activités. Mm. Ouais, ça. En représentant l'ensemble des secteurs et, je dirais, face au même problème de limite globale, en fait, enfin de limite planétaire, tu vois apparaître des tensions sur des ressources, tu vois apparaître des compétitions d'usage, parce que tel secteur voudrait utiliser tel truc et tel secteur voudrait utiliser tel truc, mais il n'y en a pas assez pour les deux. Mhm. Donc, le but enfin, dans ces scénarios, en fait, ce qu'on étudie quelque part, c'est différents. Enfin, déjà, ce qu'on met en évidence, c'est l'émergence de ces compétitions d'usage-là Mhm. face à l'atteinte des limites planétaires et différentes options de réponse enfin, d'arbitrage face à ces compétitions Ok. d'usage. Et donc, ça permet déjà de prendre conscience de la question et après d'envisager enfin, de faire de la prospective sur les réponses possibles. Mhm. C'est un petit peu une autre manière de définir ce qu'on fait là. Et donc, de prendre conscience, si je suis le secteur de l'aviation, que mon, mes possibilités dépendent de ce que font les autres aussi et dépendent du mode d'organisation global de la société. Et donc, je ne peux pas supposer aussi simplement que ça que je vais avoir des biocarburants. Mhm. Euh, il faut que peut-être que j'envisage aussi d'autres options. Enfin, il faut que j'aille chercher d'autres leviers, voilà. Parce qu'il y a trop d'incertitudes, il y a trop de. Donc, à quoi ça sert, je dirais, à peut-être se poser les questions de manière un tout petit peu moins naïve en dézoomant un peu la perspective pour se rendre compte que les problèmes sont un peu plus compliqués qu'il n'y paraît. Et je pense qu'en ça, c'est prendre conscience de ça, c'est sans doute une première étape vers. Enfin, se poser la bonne question, c'est une première étape vers trouver une réponse qui doit être basée sur la coopération, comme tu disais, mais qui soit plus appropriée. Enfin, ce que tu dis là tout de suite, ça me fait penser à quelque chose d'autre. Si tu parles de compétition d'usage, ça veut dire qu'il y a forcément derrière un classement de priorité par rapport à Mm. comment est-ce qu'on attribue ces usages à quel secteur ou à quel système ou quel sous-système et Mm. autres. Et du coup, ça veut dire qu'on en revient à une question de rapport aux besoins ou rapport à des valeurs centrales qu'on va prioriser ou non. Mm. Typiquement, on peut arriver dans un scénario à se dire, bah, écoutez, non, par rapport au nombre de terres arables et par rapport aux biocarburants et de l'aviation, bon, bah, en fait, non, l'aviation, ça disparaît parce que sinon on bouffe plus. Et Mm. typiquement, on considère que manger, c'est plus important que voler. Ouais. Ouais, bah tu- peut-être que ce que je disais tout à l'heure sur faire des hypothèses sur les modes de vie, il y a un peu de ça en dessous. Ouais. C'est enfin, les modes de vie et les modes d'organisation de la société de manière générale, il y a un peu de ça en dessous. C'est qu'est-ce qu'on privilégie, enfin, quels sont les arbitrages, quelle est la hiérarchisation des usages qu'on suppose, etc. Et donc, et c'est pour ça que, tout à l'heure, j'insistais sur l'importance du récit. C'est pour ça que le récit est important, c'est qu'il faut raconter cette histoire, il faut raconter, décrire ce monde dans lequel en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ces choix-là? Pourquoi est-ce qu'on hiérarchise les choses de cette manière-là? Donc c'est ça le récit
qui accompagne, qui est super important. Enfin, je veux dire, en fait, c'est ça le plus important. On a parlé pas mal du modèle depuis le début, mais la partie prospective, c'est vraiment imaginer, ces différentes. Il y a une possibilité de hiérarchiser les usages entre eux, etc. Et c'est aussi pour ça, tu comprends bien que ça n'a pas d'intérêt si c'est moi qui le fais. Bien sûr. Enfin, Ouais, non, ou toi ou une personne toute seule, quoi. faut que les gens se mettent d'accord dessus. Mais alors justement, c'est ça qui est presque, qui est un peu pas perturbant, mais qui peut faire un petit peu peur, puisque dans la manière dont on conçoit après ce modèle ces différents scénarios, et comme tu me dis, enfin, vu il y a des arbitrages à faire en fonction de l'usage qu'on va juger plus ou moins prioritaire, il y a quand même une impression que il y a une décision qui apparaît comme centrale en fait dans ce genre dans ce genre de système, dans le sens où à un moment donné, ben, on décide collectivement, enfin collectivement ou pas d'ailleurs, mais qu'on doit aller dans un sens, puisque bah, en gros les ressources sont limitées, elles doivent être allouées en fonction de ce qu'on détermine étant des priorités, des besoins, etc. Mais que en gros, bah, tout le monde n'en a pas, et qui en fait se fait l'arbitre de ça, qui se fait la personne qui alloue et qui décide. Tu veux dire en vrai? Ouais, en vrai, tout à fait. Ouais. Ou dans... Ouais, Une fois que ça c'est posé sur la table, j'imagine que c'est des choses que vous prenez en compte, vous, dans les récits ou pas? C'est comment on s'organise réellement par rapport à ça? Tu vois, c'est... Bah, déjà, juste enfin, pour bien insister, on fait pas de la prédiction par rapport à ça, évidemment. C'est des questions des questions de choix politiques. Derrière, c'est plus une question de choix politique, une question de régime politique d'ailleurs qui se pose, la question de qui a le choix et qui a pas le choix, qui est importante, etc. C'est évidemment des choses que personne n'est capable de prédire, et le but, c'est d'étudier 4 possibilités, disons. Le plus contrasté possible, que les gens autour de la table jugeront plausible, intéressante à étudier. Là, on touche, je ne sais pas si c'est aux limites ou à l'intérêt en fait, fondamental de cet exercice, mais c'est un exercice de prospective. Donc, il s'agit d'imaginer des différents futurs possibles. Après, la valeur ajoutée par rapport à juste une réflexion autour de la table, c'est de un, on va quand même proposer une méthodologie pour accompagner la création de ces hypothèses, pour accompagner cette prospective, pour que ce soit quand même un petit peu structuré, puis rassembler différentes expertises, etc. Donc ça, je pense que c'est un intérêt en soi. Et derrière, c'est l'utilisation de ce modèle qui permet que en fait, les scénarios qu'on dessine soient cohérents physiquement. C'est les deux valeurs ajoutées. Mais oui, fondamentalement, c'est un groupe de gens qui se réunissent et qui imaginent 4 possibilités. Après, le but, c'est de trouver une enveloppe, quoi. Ouais. C'est de Mais chercher ok. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans ces scénarios, dans ces récits, en fait, il y a pas il y a pas une construction politique autour de ça, dans le sens où c'est pas quelque chose que vous prenez en compte, ou La description de l'organisation ouais, politique. tout à fait, ouais. Si, moi, je pense que c'est quelque chose qui sera discuté autour de la table, Ok. et du coup, qui sera dans le récit. C'est de dire, dans ce monde-là, dans le scénario numéro 1 qui s'appellera je sais pas quoi, on est dans un monde où il y a, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer une grande, soyons optimistes, il fait beau aujourd'hui. Non, soyons une grande coopération à l'échelle internationale, des grandes coordinations entre différents pays, parce que je sais pas, l'ONU ou les institutions internationales sont très fortes, où les dirigeants de pays choisissent, de grands blocs choisissent de coopérer sur ces sujets-là, et du coup ça permet de mettre en place des actions coordonnées, et du coup voilà, voilà, on a fait cette hypothèse-là. Après, moi, je suis personne pour dire que cette hypothèse, elle est Oui, pertinente, oui. plausible ou quoi, mais c'est pour illustrer. Mais d'accord, ok. Donc, c'est juste pour savoir que c'est des choses que vous prenez en compte. Et alors, si on revient un petit peu plus à la compréhension des différents enjeux qui sont un peu sous-jacents à la construction du modèle et des différents scénarios, euh, pour nos auditeurs, les gens qui s'intéressent à ces questions, quels sont un peu les grands enseignements, hein, toi, que tu voudrais délivrer, que toute personne qui travaille et qui est dans une activité productive
aujourd'hui, donc dans une entreprise, un territoire, peu importe en fait dans quel type d'organisation, mais qui a une activité productive, qu'est-ce qu'il faut connaître? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Mais je pense que c'est une question qui amène un peu la synthèse de beaucoup de choses qu'on s'est dit jusqu'ici, hein, mais il y a il y a plusieurs idées. Je dirais qu'au cœur de ces... Bon, il y a une certitude peut-être pour commencer, c'est que le monde dans 30 ans euh, sera radicalement différent, sera structurellement différent du monde d'aujourd'hui. Donc qu'il y aura des ruptures entre les deux. Donc, et que ces ruptures, elles seront guidées par l'atteinte, le dépassement ou la réorganisation face, à face aux limites planétaires. Euh, Ça, c'est le premier point. Donc, on peut pas. C'est inviter chacun, donc, comme tu dis, qui est dans une activité, impliqué dans une activité productive, à, à se poser cette question des ruptures à venir et à essayer de les anticiper autant que possible, au moins d'en avoir conscience que risque d'y en avoir. Le deuxième point, je dirais, c'est d'avoir conscience que son activité, donc à cette personne, euh, il faut regarder au-delà de juste sa filière, son secteur, et je dirais même au-delà de juste les acteurs impliqués aux alentours, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, je sais pas quoi. Il faut regarder aussi ce que vont faire des filières qui sont complètement différentes, parce que derrière, tout ce joli monde va consommer, utiliser les mêmes ressources ou rejeter les mêmes polluants dans l'environnement. Et donc, en fait, les compétitions d'usage, elles se placent à ce niveau-là. Donc, qu'il faut regarder au niveau systémique et pas juste regarder au niveau. Enfin, il faut plus penser juste en silo, en regardant son secteur, sa chaîne de production, etc. Et le troisième point, je dirais que c'est... Ouais, enfin, c'est peut-être plus un point de méthode. Je pense que c'est l'idée que ces réorganisations-là, ces limites-là, le fonctionnement de ce système dont cet acteur-là dépend, c'est des choses qu'on ne peut pas prédire. Et donc, je dirais, face à cette difficulté, face à cette incertitude, une méthode intéressante quand même, qui peut permettre de quand même essayer de faire des choses, c'est la question de l'analyse c'est la méthode de l'analyse par scénario. C'est de dire, OK, on ne peut pas faire de la prédiction, je ne peux pas dire comment ce sera. Dans ce cas-là, efforçons-nous de nous projeter dans différents futurs possibles et d'en anticiper plusieurs pour avoir un coup d'avance. C'est une réponse, je dirais, une première réponse. En fait, je sais peut-être déjà une bonne réponse. Peut-être pas la seule, mais il faut commencer par là. Et alors Simon, est-ce que tu aurais des conseils de lecture, d'écoute, de visionnage pour peut-être un peu mieux comprendre ces sujets-là? Alors pas forcément des choses extrêmement pointues, mais voilà peut-être des ressources qui permettent de rentrer un peu dans ces sujets euh, énergie, ressources, PIB, qui toi voilà t'ont marqué, que tu conseillerais? Euh, Je sais pas, j'avais pas préparé Oui, celle-là. c'est une question surprise, effectivement, Non, 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 mais c'est bien, c'est bien. hein. Bon, mais du coup, je me donne un peu de temps pour réfléchir. Bah, sinon, après, si tu veux, je les mettrai en description de l'épisode. Si tu veux, tu me renverras un petit peu tes Ouais, conseils et je mettrai ça directement en description de l'épisode. ouais, ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Sur des trucs enfin, je pense qu'il doit y avoir il y a quelques vidéos YouTube qui ont
marqué sur ces sujets-là, mais sinon, comme c'est par mes stages, c'est beaucoup des articles scientifiques ou des trucs comme ça, ou des conférences. Oui, c'est ça, ce que je me dis que Voilà. c'est pour ça que c'est effectivement quelque chose de peut-être un peu plus Mais, abordable. mais je suis sûr que, non, mais je suis sûr que j'en ai plein. Je les ai pas en tête là. Ouais, Je te les ouais, enverrai. bah, Ouais. pas de souci. Bah, en tout cas, Simon, Mm. je te remercie beaucoup bah, pour ce temps que tu m'as accordé. Et puis, bah, je te propose de nous donner rendez-vous directement en juin 2023, après la publication du premier rapport, voilà, pour en parler et défricher ça ensemble. Bah écoute, merci de ton accueil, merci de ton invitation et puis bah ouais, hein, on se voit dans un an, un peu plus, hein. Ça marche. Bah, merci Simon et à très bientôt. Salut, à bientôt.